Bonjour à tous. Ce webinaire traite de la gestion du risque et principalement du sujet du renoncement. Dans une activité comme la nôtre, ce sont évidemment des points essentiels. Non seulement pour nous permettre de voler en sécurité, mais également pour le faire en ayant du plaisir. Il n'y a pas de plaisir sans sécurité. L'approche que je vous propose aujourd'hui ne s'oppose pas aux autres modèles que nous connaissons bien et qui font partie intégrante des formations des pilotes depuis de nombreuses années, comme la connaissance des facteurs humains, la gestion des erreurs et des menaces, qu'on appelle le TEM en anglais, la formation par les compétences, avec une attention croissante sur les compétences dites non techniques, etc. Cette nouvelle approche met en œuvre des zones de confort et va s'appliquer pour toutes les populations de pilotes, qu'ils soient élèves, pilotes autonomes, pilotes VI, compétiteurs, instructeurs, examinateurs, formateurs, car pour toutes ces populations, le renoncement au bon moment reste une préoccupation essentielle, que ce soit pour des questions de sécurité, de plaisir, de performance ou d'optimisation de l'apprentissage par exemple. L'intérêt de cette méthode est qu'elle est pratique, elle est facile à utiliser, elle est facile à enseigner. Il est possible de l'utiliser dans énormément de situations, que ce soit en vol, dans les briefings, dans les débriefings. Surtout, elle est efficace et ne nécessite pas un bagage théorique conséquent. Rentrons dans ce modèle de zone de confort, initialement présenté en 2005 lors d'un sommet international sur le vol à voile par Kevin Maloney du British Gliding Association. La première zone que nous voyons ici en gris représente l'ensemble des compétences et des aptitudes d'un pilote. C'est ce qui le définit en propre. C'est donc ce qu'il connaît ou qu'il croit savoir, ce qu'il sait faire ou ne sait pas faire, son expérience, ses aptitudes, ses capacités propres, etc. Au sein de cette zone, il est possible d'y tracer une zone dite zone de confort. Elle correspond au niveau personnel d'acceptation des risques en vol pour se sentir en totale sécurité. Le mot important ici, c'est se sentir, car le principe de ce modèle par zone est de se baser sur son ressenti propre. Si je me sens en totale sécurité, c'est que j'ai une bonne impression à propos du vol. Je suis vigilant mais calme, je gère avec facilité le vol et les manœuvres, je n'ai aucun symptôme lié au stress. Je suis donc, a priori, dans les meilleures conditions pour que le vol se passe bien. Une remarque néanmoins, se sentir n'est pas synonyme d'être en sécurité. Bien qu'on soit dans cette zone de confort, on pourrait avoir un accident. Tout d'abord, car ce qui nous caractérise en tant que pilote, c'est ce qu'on sait, mais aussi ce qu'on croit savoir. Donc on peut faire des erreurs. C'est aussi parce que nous ne sommes pas les seuls en vol, qu'une défaillance peut venir de l'aéronef lui-même par exemple, que les menaces ne sont pas de la responsabilité seule du pilote. D'où l'importance des autres modèles de gestion du risque, comme le TEM par exemple. La zone de confort porte bien son nom, puisque en termes de ressenti, c'est le confort qui le caractérise. Je vais bien, je connais bien la machine, je maîtrise les conditions, je suis pas stressé, je respire calmement, j'ai mon cœur qui bat normalement, je suis serein, je me sens en totale confiance pour gérer ce vol en sécurité. Lorsqu'on sort de cette zone, c'est qu'on est confronté à une situation qui exigerait une expérience ou des compétences complémentaires. On n'est plus aussi serein et on arrive dans une zone dite zone limite, que notre ressenti nous fait percevoir très bien et nous amène naturellement à devoir nous appliquer et à être plus vigilant. Par exemple, je suis un pilote peu expérimenté, je vois que le vent s'est levé et que je vais devoir poser avec un vent traversier auquel je n'ai été que peu confronté. Pas de doute, je ne suis plus du tout en zone confort, mais bien dans une zone où je ressens quelques symptômes et comportements liés au stress. Mon palpitant a augmenté, j'ai des petits picotements dans le ventre, je me suis redressé sur mon siège, je tiens les commandes plus fermement et je dois me concentrer pour affronter cette situation. Dans cette zone limite, la sécurité est diminuée. Elle peut rester acceptable néanmoins tant que le stress ressenti par le pilote reste modéré et que la situation n'appelle qu'à davantage de vigilance et de concentration. Les décisions et les actions devant être prises par le pilote doivent l'amener au mieux à revenir dans sa zone de confort ou au moins à maintenir la situation en zone limite
le plus proche possible de cette zone de confort. Si ce n'est pas le cas, le pilote risque d'être confronté à une situation où ses compétences vont être dépassées et où la sécurité du vol va fortement se dégrader. On parle alors de zone à risque. Dans cette zone, le stress est important. Le cœur bat fort, la nausée peut apparaître, la qualité du pilotage diminue, on a du mal à se concentrer et à trouver des solutions. Prenons le cas de notre pilote qui devait poser, qui a vu que le vent s'était levé et qui devait poser en vent traversier. Il a mal géré son retour au terrain. Il a mal anticipé la force du vent et n'a plus comme local qu'un champ difficile à négocier et qu'il ne connaît pas. La situation est bien à risque. Et si rien n'est entrepris pour remettre ce pilote dans les zones de confort précédentes, les conditions sont propices à se dégrader plus encore pour atteindre une zone extrême dite zone de danger. À ce stade, le pilote sera alors dans une situation hors compétence avec une forte probabilité accidentogène. Seule la plaque chance du modèle de Reason peut encore faire que l'issue soit favorable. Le ressenti du moment est donc primordial pour se situer dans l'une ou l'autre de ces zones de confort. Il ne faut pas se mentir et faire confiance simplement à son ressenti. Je suis serein, c'est que je suis en zone de confort. Ah, il va falloir que je me concentre un petit peu, là je suis en zone limite. Bon, je ne sais plus trop quoi faire, ça va être chaud, je suis en zone à risque, je ne maîtrise plus rien, je suis en zone de danger. Ce qu'il est aussi très important de comprendre, c'est que derrière chacune de ces situations, il y a une expérience qu'on garde en soi. Sur les zones de confort et limites, l'expérience est positive. Certes, on a peut-être dû se botter un petit peu les fesses pour réussir cet atterrissage vent de travers, mais si cela s'est bien passé, c'est une expérience qui va nous enrichir. Et on en parlera le soir avec fierté avec les copains au clubhouse. Sur les zones à risque et de danger, l'expérience est négative. Même si l'issue est favorable, ce n'est pas quelque chose qu'on va vouloir reproduire ou partager avec fierté. Un élève confronté à cette situation risque d'arrêter sa formation. Un vol d'initiation ne reviendra pas. Un pilote pourra peut-être être amené à arrêter de voler et un instructeur à arrêter d'instruire. Cela implique qu'il va falloir veiller à respecter notre zone de confort en tant que pilote, mais également de prendre en compte celui de nos passagers, qu'ils soient élèves, VI ou PAX. Autre point important qu'il faut retenir, c'est que le passage d'une zone à l'autre peut se faire très rapidement. Prenons le cas d'un pilote qui a choisi un champ de vaches et qu'au dernier moment, il se rend compte qu'il n'est pas praticable et qu'aucune autre solution s'offre à lui. Là, on peut avoir un pilote qui passe de sa zone de confort à sa zone de risque, voire même de danger en un instant. D'où l'importance de l'anticipation dans la gestion de la sécurité et d'autres modèles comme le TEM par exemple. Enfin, il est évident que les zones de confort sont différentes en fonction des pilotes. On comprend qu'un pilote très expérimenté restera dans sa zone de confort dans bien des situations où d'autres pilotes débutants pourraient se sentir dans une situation à risque ou de danger. Il nous faut avoir toujours cela à l'esprit lorsque nous sommes commandants de bord et que nous volons avec des passagers, mais également lorsque nous enseignons ou simplement lorsque nous prodiguons des conseils à la radio aux copains. Maintenant qu'on a compris ce qu'étaient les différentes zones de confort, voyons comment nous pouvons les utiliser en tant que pilote. Tout d'abord, il est important de faire confiance à son ressenti pour déterminer sa zone de confort. Notre objectif en matière de gestion de risque sera de toujours rester dans ou proche de notre zone de confort. La connaissance des facteurs humains, l'utilisation du TEM sont essentiels en anticipation dans ce travail. Si on se situe ou qu'on anticipe un passage en zone limite, il nous faut trouver un projet d'action permettant de revenir ou rester proche de la zone de confort. S'il n'y en a pas, il nous faut renoncer. Par exemple, si je sais que si je n'attrape pas l'ascendant sous le cumulus que je vois devant, je vais me retrouver dans une situation compliquée, je dois renoncer et trouver une autre option. Les compétences comme la gestion du vol, la conscience de la situation, la décision sont complémentaires à ce travail de renoncement. Si la situation se complique
et qu'on se retrouve proche de la zone à risque ou de danger, retenez que, en tant que commandant de bord, il sera de plus en plus difficile de vous en sortir seul. N'attendez pas, communiquez, contactez, informez, demandez de l'aide, priorisez les tâches essentielles. Une simple information donnée par un copain en vol peut vous ramener d'une zone à risque à votre zone de confort. Rassure-toi, tu as un grand champ répertorié à 2 km à l'ouest. En tant que passager, que vous soyez élève ou que vous voliez en mutuelle, informez sans attendre. Il est de la responsabilité de votre commandant de bord de vous ramener proche de votre zone de confort. Lorsqu'on est instructeur ou examinateur, la gestion du risque et du renoncement sont bien sûr aussi des préoccupations incontournables. Un accident grave avec un instructeur ou un examinateur à bord n'est jamais acceptable. Nous sommes dans l'appareil pour que le vol se passe en toute sécurité d'abord, et ensuite pour enseigner. Le modèle des zones de confort va nous aider à appréhender ces deux aspects et ainsi mieux comprendre quelles sont les limites à ne pas dépasser pour des questions de sécurité, à quel moment je dois reprendre les commandes avant que ça se passe mal, mais aussi pour des questions d'optimisation de l'apprentissage. Jusqu'où je dois pousser les exercices et laisser faire les stagiaires pour leur permettre de progresser au mieux. Rappelons tout d'abord que l'instructeur ou l'examinateur, comme tout autre pilote, a ses propres zones de confort. La couverture de ces zones va bien sûr être supérieure à celle de son stagiaire. L'objectif d'un instructeur sera de faire grossir cette couverture du stagiaire au travers de l'enseignement des compétences. Celui de l'examinateur sera de valider que pour le niveau de compétences requis, le stagiaire reste bien à tout moment proche de sa zone de confort. Ces principes restent valides quels que soient les stagiaires et les formations. Ça s'applique donc aussi bien pour des stagiaires SPL que des stagiaires instructeurs par exemple. Pour simplifier la présentation, focalisons-nous sur l'instruction. Les deux principes clés d'un vol d'instruction sont les suivants. Pour assurer une sécurité optimale, l'instructeur doit toujours rester dans sa zone de confort. Deuxièmement, pour assurer un apprentissage optimal, l'instructeur doit veiller à ce que l'élève soit non pas dans sa zone de confort, car cela sous-entendrait que l'élève a déjà acquis les compétences, mais bien dans sa zone limite. Ainsi, le stagiaire se concentre sur l'expérience ou les compétences manquantes pour lui permettre à terme d'étendre sa zone de confort à ce nouveau périmètre. La sécurité dans ces conditions est toujours optimale car couverte par la zone de confort de l'instructeur. Bien sûr, comme nous l'avons vu précédemment, il sera très important pour l'instructeur de s'assurer que le stagiaire reste bien à tout moment au maximum dans sa zone limite. Une excursion en zone à risque ou de danger peut être une expérience négative qui pourra être un frein à sa progression, voire même dans certains cas provoquer l'abandon. Respectons la progression standard. Si l'autorotation est enseignée en fin de module 1, ce n'est pas sans raison par exemple. Enseignons et montrons ce que les stagiaires sont censés faire et pas ce que nous sommes capables de faire. Voyons désormais comment nous pouvons utiliser les zones de confort en tant que cadre. Comme pour tous les autres pilotes, faisons confiance à notre ressenti pour déterminer la zone de confort dans laquelle nous nous trouvons. Ensuite, pour évaluer la zone de confort de nos élèves, il nous faudra interagir avec eux, poser des questions et interpréter les symptômes éventuels. On retiendra que pour un apprentissage optimal, il nous faudra doser la charge et les exercices de manière proportionnée pour positionner notre élève dans sa zone limite. Attention parce que le glissement en zone à risque peut être subtil. Il nous faut rester vigilant. On retiendra aussi que pour une sécurité maximale, à chaque fois qu'un stagiaire nous amènera dans notre propre zone limite, nous devrons reprendre les commandes et nous ramener dans ou proche de notre zone de confort. Je répète parce que c'est un point qui est crucial. À chaque fois qu'un stagiaire nous amènera dans notre propre zone limite, nous devrons reprendre les commandes et nous ramener dans ou proche de notre zone de confort. Attention, certains exercices peuvent nous amener rapidement en zone à risque. Par exemple, sur un exercice de sortie de vrille mal conduit,
Cela peut nous sortir de notre zone de confort. Ça doit faire partie de la gestion TEM de l'exercice et nous permettre d'anticiper ce cas. Deux autres remarques liées à notre statut d'instructeur. Attention au syndrome instructeur-stagiaire bien connu des FH. Le stagiaire voit qu'un paramètre dérape, mais attend que l'instructeur réagisse. L'instructeur, lui, qui veut voir si le stagiaire a conscience de la situation, le laisse faire et attend que l'action du stagiaire. Ce syndrome peut amener à un glissement de zone pour le stagiaire comme pour l'instructeur. Il est donc important que l'instructeur demande explicitement à l'élève d'agir s'il constate un écart. L'autre aspect important, c'est le lâcher, qui par nature met un stagiaire proche de la zone limite. Il faudra tout mettre en œuvre pour que la zone de confort de l'élève reste bien dans la zone proche de la zone de confort et nous en assurer avant et jusqu'à la fin du vol. Sur l'aspect individuel, si le principe est simple, le déterminer pour son élève peut sembler plus difficile. Pour nous y aider, voici un tableau basé sur des observations faites par des instructeurs. Bien sûr, cette liste n'est ni exhaustive ni limitative, mais elle nous permet de commencer l'évaluation de la transition entre les différentes zones. Un changement dans le langage corporel, les réactions physiologiques, la façon de parler, le ton, la capacité de communiquer peuvent nous indiquer que notre stagiaire est en train de passer d'une zone à l'autre. Regardons fréquemment les mouvements de la tête de nos élèves, par exemple. La façon dont ils scrutent leur environnement du regard est l'une des premières techniques à se détériorer lorsqu'ils arrivent au bout de leur zone limite. Cherchons des signes de transpiration à l'arrière des oreilles et du cou. À l'approche de phases critiques comme par exemple l'atterrissage, posons des questions pour découvrir indirectement dans quelle zone ils se situent. Avec un peu d'entraînement, on voit que ce modèle par zone de confort est vraiment un outil très intéressant, très pratique, que ce soit à titre individuel pour améliorer notre gestion du risque, mais aussi vis-à-vis de l'instruction pour optimiser les formations. Bon voilà tous, et n'oubliez pas, nul plaisir sans sécurité.